qu'on voit que c'est des délinquants qui ont commencé jeunes. Tu sais, ils ont commencé à 12, 13, 14 ans, puis sont chez nous, sont rendus à 27 ans, puis ils ont déjà 15 ans d'expérience de délinquance en eux. Bonjour, mon nom est Robert Maranda de la Direction des communications du ministère de la Sécurité publique. Avec la série de balados Au-delà des barreaux, je vous invite à plonger dans l'univers complexe et méconnu du système carcéral. Au-delà des barreaux explore les réalités, les défis et les histoires captivantes liées à la vie au cœur du milieu correctionnel. Préparez-vous à remettre en question vos perceptions alors que nous découvrirons ce monde souvent méconnu et mécompris à travers des épisodes captivants qui nous aideront à comprendre le rôle essentiel des services correctionnels au Québec où l'humain est au cœur des interventions. Pour ce deuxième épisode, j'ai passé un moment avec Marie-Ève Henry, agente de probation en détention à l'établissement de détention de Sherbrooke. Venez avec moi, je vous amène au-delà des barreaux. Je suis avec Marie-Ève Henry, qui est agente de probation. C'est un métier encore méconnu. On entend parfois ce métier-là. On entend le nommer, on voit dans les journaux, dans les différents articles des médias, on entend le mot agent de probation, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça fait exactement. Bonjour Marie-Ève Henry. Bonjour. Merci d'être avec nous au balado. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce métier-là qui est complètement inconnu pour moi, agente de probation. C'est quoi exactement si on part là avec une définition bien simple? Ben, en fait, l'agente de probation, c'est un professionnel, en premier lieu. Personnellement, moi, j'ai un bac en psychoéducation, donc mais j'ai des collègues qui sont criminologues. On peut avoir aussi fait un bac en psychologie, on peut aussi avoir fait des études en travail social. Donc, faut aimer le côté humain là de notre travail en premier lieu. Puis, un agent de probation, ce que ça fait, c'est que ça travaille en premier lieu à la réinsertion sociale là, de la personne contrevenante, donc d'une personne là, qui est judiciarisée. Puis comment qu'on fait ça? Ben c'est sûr que la première chose qu'on veut savoir, c'est qui est-ce qu'on a devant nous. C'est qui cette personne-là? D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette personne-là en est venue finalement à entrer dans les rouages de la justice? Donc, notre travail, nous, c'est de comprendre cette personne-là, puis de l'expliquer, de l'évaluer. Puis dans notre évaluation, on vient aussi se positionner là sur le risque de récidive, puis sur les besoins de la personne. Puis quand je parle des besoins, ben c'est surtout sur quel plan est-ce qu'on peut l'aider, cette personne-là, afin de la ramener vers le bon chemin, puis en espérant ne plus les revoir devant nous. Puis c'est souvent ce que je dis à mes clients. Je m'excuse, mais je te dis que j'aimerais mieux pas te revoir, puis je pense que tu aimerais mieux pas me revoir non plus. Donc, on a un travail d'évaluation en premier lieu. Puis après ça, on est là aussi pour les orienter là dans les divers services là qu'il peut y avoir là dans leur parcours de personnes contrevenantes. Donc, on va regarder avec eux là c'est quoi ces conditions, puis on va s'assurer aussi qu'ils les respectent. Puis on s'assure aussi là de la protection de la société qui est aussi un autre là de notre mandat. Donc ce qu'on veut, c'est pas remettre en liberté là des personnes qui peuvent finalement s'en prendre à d'autres personnes ou être un danger pour autrui ou un danger pour elles-mêmes. Je veux revenir sur un truc que tu as dit en début. Tu parlais de réinsertion. Tout à fait. Au Québec, on a fait le choix de croire en la réinsertion sociale dès à la base. Là. C'est la base finalement de notre système carcéral, si je comprends bien. Ça doit teinter tout ton travail, finalement, c'est ça? Mais c'est que quand on est assis sur une chaise d'agent de probation, il faut intrinsèquement croire que l'être humain est bon. Malgré tout les choses horribles qu'ils peuvent avoir faites, il faut penser qu'il y a une possibilité de remettre cette personne-là sur le droit chemin, puis que en mettant des balises en place, des programmes, de l'aide, de l'encadrement, on peut finalement faire en sorte que cette personne-là ne revienne pas. Il faut être vraiment convaincu pour ça, parce que quand même, des fois, il y a des crimes difficiles, des crimes sexuels, entre autres, quand il y a des enfants impliqués. Ça prend quoi? De l'empathie? Pas de la sympathie. Je peux pas croire que ça prend de la sympathie. C'est autre chose. C'est un niveau professionnel avec un peu comme un regard d'un juge, quelque chose d'un peu impartial? Ben en fait, c'est ça aussi, ça fait partie des qualités des agents de probation, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour poser un jugement personnel, mais on est là pour poser un jugement qui est professionnel, c'est-à-dire qu'on va donner notre opinion, mais c'est une opinion qui est basée sur nos études, nos observations, notre expérience avec eux. Effectivement, tu as nommé tantôt, faut être dans l'empathie, faut pas être dans la sympathie. On n'est pas là pour sympathiser avec eux, on n'est pas là pour se rapprocher d'eux. On peut créer des liens avec eux, par contre, puis des fois, ça nous aide à les aider finalement.
mais je te dirais que ça prend surtout une belle touche de compassion. C'est des êtres humains tout de même, tu sais. Ils ont des sentiments, ils ont des émotions, ils ont un parcours de vie qui est pas tout le temps facile. Puis quand on creuse, puis qu'on comprend par quoi ils ont passé, d'où est-ce qu'ils viennent, on est capable justement de se positionner différemment que d'être dans le jugement. Donc, quand on est dans la compréhension d'une situation, puis d'une personne, on est capable de se distancier de ça, puis de pas avoir un jugement justement qui est personnel, puis d'agir, puis de prendre des décisions pour essayer de les aider dans tout ça. Puis je vous dirais, tu sais, moi je travaille en détention, tu sais, c'est sûr que je côtoie les personnes incarcérées, puis tu sais, l'atmosphère ici est négative, le milieu est quand même pas facile, là, tu sais, il y a beaucoup de violence ici. Puis les gars, c'est la misère humaine, là. Tu sais, les gars, ils souffrent ici. C'est pas. Des fois, j'entends des choses qui sont dites par des gens dans la rue ou des conversations de personnes comme ça qui disent que les personnes incarcérées sont mieux nourries, sont mieux traitées que les gens en CHSLD. Ouf. C'est vrai qu'on voit ça souvent dans les médias. C'est vrai, t'as raison. Oui, puis tu sais, moi quand j'entends ça, j'ai les yeux qui s'écarquillent, puis je me dis mon Dieu, est-ce que vous connaissez tant le milieu carcéral pour pouvoir avoir une opinion comme ça? Parce que vous devriez venir faire un tour puis constater de vos propres yeux un petit peu comment c'est pour vrai en dedans. Donc, emmène-nous dans ce milieu carcéral. Donc, toi, tu es une agente de probation dans un établissement de détention, c'est ça? À quel endroit? C'est ça. À Sherbrooke. Donc, l'établissement de détention de Sherbrooke. Moi, mon bureau, il est dans un secteur de vie, là. Donc, j'ai les personnes contrevenantes, là, qui sont à côté de moi, pas loin. Je les entends crier, je les entends se battre. J'entends les agents correctionnels intervenir avec eux. Je les croise quand je sors de mon bureau. Donc, combien de personnes à Sherbrooke en détention, par exemple? Ça joue aux alentours de 300, là, dépendamment, là, combien de personnes on a, là. Fait que on n'est pas dans les plus grosses prisons. Mais bon, c'est quand même une prison de grandeur moyenne, si on veut. Donc, tu rentres le matin, ton bureau est dans le milieu de vie, donc tout près des personnes incarcérées. Qu'est-ce qui se passe le matin, là? Tu rencontres des personnes qui veulent être libérées? Comment ça part? Oui, en fait, c'est ça. Moi, une partie de mon travail, c'est de faire l'évaluation des personnes contrevenantes en vue là, de leur libération conditionnelle. Je suis là pour recommander au commissaire de libérer ces personnes-là ou non. Donc, j'ai pas de pouvoir de décision, mais j'ai un pouvoir de recommandation, puis aussi de recommandation en lien avec qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là. Donc, est-ce que on va leur donner des programmes? Est-ce qu'on retourne chez eux? Est-ce qu'on va en maison de transition? Est-ce que c'est bien mieux aussi d'aller faire une thérapie? Donc, je suis là un petit peu pour les aider à faire des choix dans leur plan de sortie. Puis après ça, c'est sûr que c'est la commission là qui se positionne pour la décision finale. Puis, donc, exemple de ce matin, par exemple, un cas concret là, de ce matin que tu as vu quelqu'un, c'était quoi son crime, c'est quoi ses attentes, etc., etc. Je vous dirais que moi, je fais beaucoup de délinquance sexuelle. J'ai une partie là de ce qu'on appelle mon caseload là, qui est constitué de délinquance sexuelle. Donc, des gens qui ont fait des délits qu'on appelle à caractère sexuel. J'aime bien dire que c'est pas tous des pédophiles parce que tu sais on a souvent la pensée que les gens qui sont incarcérés pour de la délinquance sexuelle c'est uniquement des pédophiles, mais c'est pas le cas. Tu sais ils peuvent avoir fait plein d'autres délits, dont je vous dirais beaucoup d'agressions sexuelles. C'est ce qu'on voit dernièrement en détention. Donc c'est ça, je le rencontre puis ce que je fais avec lui, c'est que je pars du début. Je lui dis je fais un 360 avec toi là. On va partir du début de ta vie, d'où est-ce que tu viens, puis tranquillement on va s'en venir vers aujourd'hui. Puis on va regarder aujourd'hui qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Puis après ça, on va avoir un petit regard vers l'avenir. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes plans d'avenir? Puis qu'est-ce que tu as comme ambition de faire dans les 5 prochaines années? Donc, je regarde tous les aspects de sa vie avec lui. Puis, à la fin de l'entrevue, généralement, on aborde son plan de sortie. Donc, où est-ce qu'il est rendu dans son plan de sortie? Est-ce qu'il est disponible pour faire quelque chose? Y a-tu envie de s'aider? Y a-tu envie de sortir de là? Y a-tu envie de pas revenir en détention, de pas recommettre de délit? Puis c'est sûr qu'avec eux, j'aborde leur délit, donc j'aborde ce qui s'est passé, donc qu'est-ce qui les a amenés en détention. Donc ça fait partie de mon travail de les questionner. Puis eux, ils me racontent de A à Z ce qu'ils ont fait. Puis aussi, si ils reconnaissent leur culpabilité, parce que c'est pas parce que quelqu'un a été déclaré coupable qu'il reconnaît nécessairement avoir commis les gestes qu'on lui reproche. OK, mais là, quand ils sont devant toi, est-ce qu'ils ont nécessairement fait leurs 2 ans moins un jour? Parce qu'on est dans une prison provinciale, donc c'est 2 ans moins un jour. Faut qu'ils l'aient purgé au complet, c'est ça? Non. En fait, non?
il y a pas un détenu ici qui va purger une sentence pleine, donc le 3/4. Là. Toutes les détenus sortent aux 2/3 là, de leur peine. Donc, moi, je les rencontre avant leur 6e, puisque les détenus là, qui ont une sentence de plus de 6 mois, mais de moins de 2 ans, ont droit à la libération conditionnelle. Puis moi, je les rencontre avant le 6e là, pour pouvoir regarder avec eux c'est quoi leur plan de sortie, puis si c'est possible ou pas. Là. Mais non, mais ça doit être fascinant. Là. Ils arrivent devant toi, les autres, c'est sûr qu'ils veulent sortir. Est-ce qu'il y en a qui veulent pas sortir? Oui, il y en a. Bien en sécurité parce qu'ils sont non fonctionnels à l'extérieur, c'est ça? Effectivement. Ben, en fait, je te dirais qu'il y a une grosse partie de la clientèle qui veut pas présenter de projet parce que ils savent qu'ils sortiront pas. Ils savent qu'ils n'ont pas le profil d'une personne qui va pouvoir se voir accorder la libération conditionnelle. C'est notre clientèle délinquant, là. Tu sais, nos délinquants qui reviennent. Ben, c'est des gars qu'on connaît, qu'on revoit régulièrement dans le système. Puis c'est ceux qui ont vraiment des valeurs délinquantes, là, tu sais, qui sont pas du tout dans le profil social, puis que ils fitent pas, puis qu'on reverra probablement jamais comme citoyen normal, là, créer une job, avoir une famille. Ils fitent pas là-dedans. Fait que ceux-là, ils savent d'emblée, puis ils veulent pas présenter de projet. Fait qu'on a cette catégorie-là, puis on a une catégorie aussi qui est un peu entre deux, qui se questionnent, qui savent pas trop, qui veulent s'aider, mais tu sais, c'est un peu incertain. Puis à ce moment-là, après avoir discuté, ben oui, ils peuvent présenter un projet. Puis je te mentirais pas qu'il y en a qui veulent aussi présenter des projets, puis qu'ils veulent absolument sortir le plus rapidement possible. Puis que finalement, ben c'est sûr que quand on regarde l'ensemble du portrait, bon, on se rend compte que il veut sortir, mais pas pour les bonnes raisons. OK. Ben, il doit y avoir beaucoup de gens qui vendent leur salade. Dans le fond, ils viennent un peu vendre leur salade, ils viennent vendre un produit, c'est-à-dire leur attitude en société, ils viennent te vendre ça. Ils doivent te convaincre de ça, mais t'es pas dupe, évidemment. Ben, c'est ça, comme tu dis, ils doivent te convaincre. Oui. En fait, c'est ça, c'est qu'eux autres sont devant nous, puis tu sais, ils ont pas vraiment intérêt à pas bien se présenter. Fait que tu sais, nous, on en entend des vertes puis des pommures, là, tu sais, on le sait, puis on finit avec le temps par avoir cette espèce de sensibilité-là de dire ça a pas l'air très, très transparent, ça a pas l'air très, très honnête son affaire. Puis tu sais, nous autres, on a quand même un peu un petit job d'enquêteur, là, tu sais, on cherche de l'info, là, tu sais, on appelle des gens, on fouille des documents, tu sais, fait que... Mais donc, c'est une relation de très, très près avec l'accusé, avec le détenu. Est-ce que c'est arrivé d'avoir peur à un moment donné? Parce que là, vous êtes proche à un moment, puis pour le détenu, toi, t'es comme sa solution de sortie. Puis si tu lui accordes pas ce qu'il veut, est-ce qu'il peut devenir violent, agressant, en colère? Ben, je te dirais que, tu sais, nous, en dedans, ici, on est en civil. Le rapport à l'autorité est différent parce qu'on n'a pas l'uniforme. Okay. L'uniforme représente l'autorité ici en détention. Puis le fait d'être habillé en civil, on part, mettons, avec un +1 en termes de comportement. Tu sais, les gars vont être un petit peu moins à cran avec nous, un petit peu moins méfiants. Puis pour la question de si j'ai vraiment eu peur, ça m'est probablement arrivé un moment donné d'avoir un petit pas de recul ou un petit j'ai pas trop aimé ça, ou la plupart des gars sont pas violents dans mon bureau devant moi. J'ai un bouton panique, là, tu sais, puis je l'ai déjà testé plein de fois avec les agents pour voir c'était quoi leur vitesse de réaction. Puis ça a été très rapidement, là. Fait que, tu sais, question sécurité, là, je me sens en sécurité ici parce que il y a des caméras, il y a des agents partout. Je sais que s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un pas loin qui est là pour assurer ma sécurité. Puis à savoir si quelqu'un a déjà été violent dans mon bureau, non, je me suis déjà fait dire des choses pas plaisantes, je me suis déjà fait envoyer promener, puis je me suis déjà fait crier après, oui, mais de façon générale, je te dirais que c'est assez rare que les personnes contrevenantes là sont déplaisantes ou violentes là, envers les agents de probation là, dans les détentions là. Et est-ce que c'est toi qui proposes un plan de sortie? Puis ça ressemble à quoi un plan de sortie typique, par exemple? Parce que, je vais me tenir chez moi, je vais juste rester dans ma famille, ou j'irai plus là. Est-ce qu'on te fait des promesses? Qu'est-ce que tu proposes comme plan de sortie? Mais c'est sûr, ça dépend tout le temps la raison qui amène la personne à être judiciarisée. Tu sais, moi, je suis là pour les écouter dans leur plan de sortie, puis j'essaie de les enligner vers ce qui serait la meilleure solution.
eux, là, c'est toujours eux qui décident qu'est-ce qu'ils veulent faire comme plan de sortie. Moi, je suis pas là pour leur imposer des choses. Je suis là pour leur suggérer des choses, pour leur expliquer aussi les ressources qui sont disponibles. Mais parfois, ils ont des conditions à respecter dans leur ordonnance de probation. Puis, je suis là pour leur rappeler que ces conditions-là, quand ils vont être dehors, ben, ils vont avoir à les respecter. Sinon, ben, ils vont devoir affaire à la justice, là, encore une fois, là. Un plan de sortie typique, tu sais, ça peut être, ben, je m'en vais en maison de transition. Je vais chercher un logement parce que j'ai plus de logement. Je vais essayer de réintégrer le marché de l'emploi parce que j'ai perdu mon emploi parce que je suis en dedans. Puis par la bande, ben je vais faire une démarche là dans un centre de réadaptation dépendance parce que j'ai une problématique de consommation. Tu sais, ça peut ressembler à ça, un plan typique. Une personne qui a une problématique en délinquance sexuelle, ben à ce moment-là, on va y chercher tous les services qu'il peut avoir là en matière des thérapies en délinquance sexuelle, qu'il peut y avoir là autant en détention, mais aussi à l'extérieur. Là. Donc, tu sais, on va viser de orienter la personne en fonction des problématiques qu'on va avoir découvert, mais aussi en fonction de la motivation de la personne. Là, tu sais, moi, si le gars il est pas intéressant en thérapie, je pourrais pas l'obliger dans ce cas-là. Puis de toute façon, c'est pas gagnant. Il faut qu'il y ait en thérapie pour les bonnes raisons. Puis c'est quand il y a des bonnes raisons, souvent qu'on a des bons résultats. Est-ce que tu vas jusqu'à parler à des organismes communautaires, voici j'ai quelqu'un qui va sortir, pouvez-vous le prendre en charge, ou c'est à la personne incarcérée qui sort qui doit faire ses propres démarches, ou des fois c'est un mélange des deux? En fait, ici, on travaille en équipe. Donc, moi, je travaille en équipe avec des agents cliniques qu'on appelle, donc les agents correctionnels ici, qui font du travail clinique, donc qui m'accompagnent dans le plan d'intervention avec la personne contrevenante. Donc, une fois j'ai fini mon évaluation, ben j'appelle l'agent clinique qui est au dossier, puis je lui dis, écoute, voilà le portrait du monsieur, voilà ce qui s'en vient, voilà le plan d'intervention. Donc, voilà ce que monsieur veut faire dans son plan. Puis l'agent clinique là, qui est au dossier va prendre ça en main, puis c'est lui qui va faire les démarches là avec la personne contrevenante. Ça arrive de temps en temps qu'on s'investisse un peu plus dans certains dossiers ou est-ce que pour X raisons, on connaît le gars un peu plus parce que c'est pas la première fois qu'on le voit, parce que il était méfiant au départ, puis finalement, on l'a vu quelques fois, puis il est rendu très à l'aise avec nous. Fait que ça peut arriver dans certains dossiers où est-ce que, comme agent de probation, on s'investisse un peu plus parce que on croit dans ce dossier-là puis qu'on sait que le plus qu'on va donner peut parfois faire une différence, tu sais, dans la vie du gars puis dans son projet de réinsertion. Mais je te dirais que ce bout-là que tu as nommé, là, donc le plan de sortie puis les appels et tout ça, c'est vraiment là les agents cliniques là, qui font ça dans la détention, là. OK. Tu as vraiment donc un pouvoir, tu parlais tout à l'heure que tu avais un pouvoir de recommandation pour la sortie de la personne, donc ça, c'est devant le juge. Est-ce que tu as des critères bien précis dans ta grille professionnelle pour pouvoir présenter à la cour un plan de sortie ou pour faire valider tout ça? En fait, le plan de sortie, c'est à la Commission des libérations conditionnelles du Québec. Okay. Donc, démêle-moi ça un petit peu pour qu'on comprenne. Ouais, donc, c'est ça. Donc, les personnes... Pas au tribunal de présenter ça, là. On va parler à la commission. Exactement. Donc, les personnes qui ont une sentence là de plus de 6 mois, mais de moins de 2 ans, ont des droits là au niveau de leur libération conditionnelle. Puis, c'est la Commission des libérations conditionnelles du Québec là qui va décider si ces personnes-là peuvent sortir ou non. Donc, donc c'est à eux qu'on s'adresse lorsqu'on veut pouvoir avoir une sortie de prison là qui est avant notre 2/3 finalement là. Est-ce que tu vas physiquement ou en tout cas en virtuel parler avec ces gens-là ou ça demeure des rapports écrits que tu fais? C'est tous écrit. Donc, moi, je fais des rapports écrits. J'assiste très rarement à des audiences, mais je pourrais te donner cet exemple-là que j'ai déjà donné puis que je donne régulièrement à mes étudiants. J'ai un dossier que j'ai fait il y a quelques années qui était dans un secteur sécuritaire, là, donc ce qu'on appelle nous des délinquants, bon, un peu plus importants. Donc oui, plus difficile, c'est ça. Donc, ce dossier-là est revenu de façon récurrente quand même en détention. Puis, c'est sûr que quand on regarde l'ensemble du portrait, on était tenté de dire que ça passera jamais puis ça marchera pas. Mais après avoir rencontré quelques fois monsieur, j'ai décidé de m'investir puis de lui donner un programme en particulier en individuel qui existe en détention. Là, ça s'appelle le programme Parcours. Donc, j'ai décidé de m'investir parce que monsieur avait envie vraiment, je sentais, qui avait le désir de sortir de cette spirale-là, de tout le temps revenir en détention, puis de tout le temps être dans la délinquance, puis tout le temps... Puis le levier qu'il avait à ce moment-là, c'était son enfant. Tu sais, il était papa.
Il était papa, puis il avait envie de faire qu'est-ce que son père avait pas fait, lui, c'est-à-dire être présent pour son enfant. Puis je me suis dit, bon, ben, j'ai un beau levier ici. J'ai une personne qui a vraiment, vraiment l'air. Cette fois-là, je le sentais prêt. Fait que je dis, écoute, je vais prendre le temps avec toi de te donner ce programme-là. Je vais venir te voir une fois par semaine, pendant 1h30, 2 heures. Puis après ça, on va faire ton projet. Je me suis investie dans ce dossier-là. Puis monsieur a présenté une demande au tiers, puis j'ai décidé d'aller assister à son audience. J'ai dit, est-ce que tu veux que j'aille à ton audience? Parce qu'il était très insécure. Il dit, oui, j'aimerais ça. Mais tu as le droit de le faire. Ben oui. J'ai dit, je vais aller m'asseoir. Mais j'ai dit, je parlerai pas, par exemple. Je suis pas là pour me prononcer. Tout ce que j'avais à dire est écrit dans mon rapport. Puis je vais être là en support moral. Puis c'est ce que j'ai expliqué au commissaire, que je m'assois dans la salle parce que je suis en support moral à monsieur. Puis qui était très stressé. Donc l'audience s'est bien passée. Puis j'ai eu le plaisir de le voir sortir, donc de se voir accorder sa libération conditionnelle au tiers en thérapie. Puis monsieur s'en allait en thérapie, puis c'est ce qu'il voulait. Puis j'étais vraiment contente là, de voir que finalement, après avoir pris le temps avec lui de faire quelque chose, il a réussi à l'avoir, alors que après ma barre, ce serait un cas qu'on se serait dit, tu sais, ça marchera pas. C'est quasiment désespéré. On sait qu'il va revenir. Tu sais, c'est comme toutes c'est parfois la casse-tête qu'on peut avoir pour certains dossiers qui sont un petit peu plus difficiles, puis qu'on voit que c'est des délinquants qui ont commencé jeunes. Tu sais, ils ont commencé à 12, 13, 14 ans, puis sont chez nous, sont rendus à 27 ans, puis ils ont déjà 15 ans d'expérience de délinquance en eux. Fait que c'est des dossiers qu'on pourrait facilement laisser tomber, tu sais, alors que si on prend la peine de faire quelque chose pour ces gens-là, des fois, là, il ressort des choses qui sont belles comme ça, puis ça fait du bien comme professionnel de voir que ça peut fonctionner, qu'est-ce qu'on fait, parce que je vais continuer là-dessus, excuse-moi, je suis partie, là, on va continuer là-dessus. Ce qui est triste dans notre travail, c'est qu'on voit pas, on récolte pas les fruits de notre investissement. Ah, tu sais, les gars, là, ceux qui vont bien, ben, ils reviendront pas en dedans. Ceux qui vont bien, on n'aura pas de nouvelles d'eux, tu sais, on n'aura pas de... Fait que, tu sais, ça, je te dirais, c'est le bout qui peut être parfois un peu difficile, parce que, ça, c'est le fun, là, tu sais, quand tu vois que quand tu travailles, il y a quelque chose de positif qui vient avec ça, ben, nous autres, on l'a pas souvent, ce petit bout-là. Fait que mais la situation que tu viens de décrire, là, décrit très bien qu'est-ce que c'est l'empathie. C'est ça. C'est un geste d'empathie de ta part. C'est ça. C'est comme ça que tu vas chercher ta paye, entre guillemets. Oui, c'est ça. C'est aussi mon travail de détecter chez ces gens-là qu'est-ce que je peux aller travailler. C'est ça la réinsertion sociale, c'est-à-dire de dire là-dessus, là, je pense que j'ai quelque chose, puis je peux faire de quoi avec ça. Ou ça peut être ça, je peux travailler ça aussi en parallèle. Donc, c'est ça mon travail, d'essayer de sortir le bon de ces personnes-là, puis d'essayer justement de le nourrir, ce bon côté-là, pour espérer que les petites graines que je vais avoir semées, puis les petites interventions que je vais avoir faites, ben au final, ça va peut-être pas germer la journée où je l'ai faite. Peut-être que ça va prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, mais un moment donné, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais à Marie-Ève Henry à son premier jour de travail, si tu pouvais la rencontrer aujourd'hui? Oh mon Dieu, hey, quand je suis rentrée en détention, j'étais désespérée. Je me suis dit, vas-tu survivre? Puis pour avoir parlé à beaucoup de personnes là qui c'était leur première fois en prison, on arrive tout un peu d'arculon. Puis je dirais, t'en fais pas, ma chère, ça va bien aller, tu vas voir à quel point tu vas être à l'aise tellement que tu devras même plus sortir. Puis en fait, c'est ce qui est arrivé. Tu sais, moi, je venais là juste pour un contrat, puis j'étais supposée retourner au bureau de probation après, puis finalement, j'ai dit à mon boss, j'ai dit non, moi, je reste ici, là. Je suis bien ici, je sors pas d'ici, c'est merveilleux, j'ai trouvé ma place, puis après ça, ben, me déraciner, ça devient difficile. Voilà. Tu dis souvent, tu les appelles les gars, hein, quand tu parles des personnes incarcérées, les gars. Tu les vois comme ça, à travers tes lunettes d'agent de probation, les gars? Oui. Comme des garçons, comme des gens qui doivent juste être un petit peu remis dans le droit chemin? Oui, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais ça reste des êtres humains, tu sais. Il faut pas oublier ça, tu sais, c'est pas parce qu'ils ont commis un délit que ça devient des monstres ou des personnes horribles, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai vu en détention des citoyens, là, j'en ai vu des bons citoyens passer ici, là.
des gens qui ont fait, qui se sont trompés de chemin, qui ont fait des mauvais choix à quelque part, puis qu'ils regrettent, puis qu'ils payent pour ça, ils payent pour ce qu'ils ont fait. Puis je sais que je les reverrai pas là, ces personnes-là. Fait que tu sais, il y a quand même une part de bons citoyens ou de citoyens qui parfois peuvent déraper une fois ou deux aux 2-3 ans, mais que on les voit pas tant que ça. Fait que tu sais, ces personnes-là, moi j'ai beaucoup de compassion pour eux parce que faut pas oublier que derrière chaque personne contrevenante, donc derrière chaque gars que je vais croiser ici, tu sais, il y a tout un système de personnes. Il y a des gens alentour de cette personne-là. Là. Tu sais, ils ont un papa, ils ont une maman, frère, sœur. Donc, tu sais, il y a des gens qui les aiment, ces personnes-là. Ils ont des gens qui les considèrent comme étant importants dans leur vie. Puis ces personnes-là, en arrière d'eux, ils souffrent de les voir en détention. C'est difficile pour eux. Moi, je parle souvent à des mamans, puis tu sais, je me réserve tout le temps une bonne heure pour parler à des mamans parce que c'est difficile pour eux. Ils pleurent, ils sont dévastés, ils se demandent, mais mon enfant, là, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est bien traité? Est-ce que quelqu'un prend soin de lui? Tu sais? Donc, moi, dans ma tête, j'ai décidé que chaque personne contrevenante que j'allais avoir devant moi, j'allais le traiter comme je souhaiterais qu'on traite un de mes proches si jamais quelque chose lui arriverait. Puis de savoir ça, tu sais, je me suis fait dire ça plein de fois. Merci de ton aide, merci de prendre en considération, de bien le traiter. Tu sais, j'ai des familles là, j'ai des mamans des fois qui m'appellent puis qui décident de garder contact puis tu sais, moi je peux pas tout leur dire parce que je suis soumis à la confidentialité, tu sais, fait que je peux pas nécessairement tout leur parler. Mais j'ai parfois des personnes incarcérées qui me disent mais vas-y, parle à ma mère, elle en a besoin, tu sais, fait que donne-y toutes les infos que tu veux, tu sais. Bon ben OK, tu sais, si tu me dédouanes de ça, puis si ta mère m'appelle, ben parfait, tu sais. Donc de faire le courant des fois avec ces personnes-là, je pense que c'est vraiment important parce que il faut les considérer dans ce qu'ils sont, puis pas juste les voir comme étant des personnes qui ont commis des délits. Puis ce délit-là est tellement effrayant qu'on veut l'étiqueter puis qu'on veut pas l'avoir dans notre cours finalement, tu sais. Tu parlais de la famille des détenus, c'est des victimes collatérales. Est-ce que parfois, ça t'arrive de penser aux vraies victimes directes de ces personnes-là que tu côtoies à cœur de jour? Parce que ben oui. ça fait un tas de victimes quand même, hein? Ben oui, certainement. Puis d'ailleurs, ça fait aussi partie de notre mandat là, d'avoir là, des contacts avec les victimes, puis de travailler en fonction de prévenir, puis de travailler pour leur sécurité aussi à ces victimes-là. Tu sais, moi, je suis amenée à lire aussi tout ce qui s'est passé donc en détail, les documents policiers, fait que je suis au courant de ce qu'elles ou qu'ils ont vécu de A à Z, puis des fois ce que je lis, tu sais, j'ai des pincements au cœur. Ouais, c'est difficile. Oui, c'est pas très beau là ce qu'on lit, puis ouf, tu sais, des fois c'est ça fait mal de lire ça. Est-ce que tu côtoies parfois des étudiants dans ton domaine, des jeunes qui veulent devenir? Est-ce que tu vas faire des conférences? Est-ce que tu as déjà côtoyé des jeunes qui veulent devenir agents de probation ou qui s'intéressent à ce métier-là? Ben oui, ben en fait, moi je prends des stagiaires à tous les ans. Régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour l'intéresser? Qu'est-ce que cette personne-là doit savoir absolument de ton métier? Ben, qu'il faut avoir la passion, faut avoir l'espèce de flamme. Moi, je dis, t'as besoin d'avoir ta flamme intérieure, t'as besoin d'aimer l'être humain, de t'intéresser au comportement humain, d'être capable aussi, c'est ça, de voir le bon derrière le chef d'accusation, donc derrière les comportements déplaisants qu'il peut y avoir. Puis, faut aussi aimer les défis. Faut aimer les défis de la vie parce que travailler avec les personnes contrevenantes, je pense que c'est un défi au quotidien qui nous amène à bousculer nos valeurs personnelles. Hein. Inévitablement, on est bousculé dans ce que nous, on a comme lunettes personnelles de ce qu'on voit de la vie. Donc, il faut se faire une espèce d'armure de quand je viens travailler, ben je fais mon travail, puis je suis pas là à titre personnel, donc je suis là à titre professionnel. Puis je fais mon travail parce que j'aime ça. Il faut aimer ça. Tu sais, il faut aimer être là-dedans. Est-ce qu'il faut être préparé pour les préjugés de la société? Parce qu'il y en a quand même beaucoup par rapport aux agents de probation. Hein? Vous êtes vous êtes les personnes qui libèrent les criminels. Donc, c'est difficile pour les gens de comprendre les nuances.
Ben, tu sais, je te dirais que moi, j'évite les réseaux sociaux, là, puis mais j'adore regarder les nouvelles parce que tu sais, je suis comme super curieux, puis la curiosité fait aussi partie de nos qualités, tu sais, pour être agent de probation, il faut être super curieux, puis s'intéresser à tout, puis essayer de creuser les choses pour pouvoir savoir un peu plus. Donc, la curiosité est comme un impondérable, là, je te dirais. Mais sinon, tu sais, il faut avoir la passion. C'est inévitable, là. Faut aimer travailler dans un milieu masculin, parce qu'en tant que femme, faut quand même le nommer, ça, là. Ben, en fait, tu sais, je te dirais que il y a beaucoup plus d'agentes de probation que d'agents. Ouais. Fait que si on parle de professionnels, il y a beaucoup plus de femmes qui occupent ces postes-là. Mais sinon, pour le milieu d'hommes, ben, c'est vrai que les agents correctionnels, il y a beaucoup d'hommes. Puis dans la plupart des prisons au Québec, là, si on exclut là l'établissement de détention de Québec, c'est des établissements où est-ce que c'est des hommes qui sont incarcérés. Donc, effectivement, on travaille principalement avec une clientèle masculine en détention, à moins d'être à l'établissement de détention Leclerc là, qui accueille une clientèle féminine. En terminant, est-ce que c'est nous qui choisissons notre établissement? Est-ce que tu peux être appelé à travailler dans n'importe quel établissement au Québec? Est-ce qu'il y a une mobilité qui est demandée dans ce métier-là? On est attaché à un poste de travail, là. Donc, moi, mon poste est à l'établissement de détention de Sherbrooke. Donc, j'occupe principalement là, mes fonctions ici. Donc, je prends en main là, la clientèle là, qui est ici. Mais, tu sais, on peut être amené à travailler comme Sherbrooke est lié avec le bureau de Sherbrooke, le bureau de Granby, le bureau de Drummond. Donc, ça peut m'arriver de dépanner des collègues, comme il y a des collègues qui peuvent venir nous dépanner ici dans les bureaux. Donc, tu sais, ça peut arriver là comme qu'on donne un petit coup de main là, à nos collègues à l'extérieur, mais généralement, on reste là dans notre établissement d'origine. Marie-Ève Henry, merci pour ce grand tour dans le monde des agents de probation. Ça a été fort intéressant. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, j'ai appris des choses. Je ne connaissais pas du tout ce métier-là. J'espère que tu vas continuer dans ta carrière encore longtemps et qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront intéressées à faire la même chose que toi. Merci beaucoup, Marie-Ève. Ça fait plaisir. Merci à Marie-Ève qui nous a bien fait comprendre la vie d'une agente de probation en établissement de détention. Dans le prochain épisode, je m'entretiens à nouveau avec une agente de probation, mais cette fois avec une agente de probation externe en milieu ouvert. Même métier, mais tout autre monde. Ce balado est une production de la Direction des communications du ministère de la Sécurité publique.